Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Ce soir, on a un invité d'honneur, quelqu'un qui a été dernièrement au Forum d'investissement en Tunisie, Tunisia 2020, et qui vient pour nous en parler des investissements, mais aussi des économies et des possibilités de développement en Tunisie. Henri, consultant et homme de médias, bienvenue dans notre émission. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, qui est Henri Nzozi? Alors, c'est très difficile de se définir, hein, mais vous l'avez dit, donc je suis consultant média et diplomatique, donc ça veut dire que mon champ d'expertise, mon domaine d'intervention, c'est le monde des médias, évidemment, puisque j'élabore des plans de communication pour ceux qui le souhaitent, et également la diplomatie, parce que dans une vie antérieure, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me familiariser avec les relations internationales, puisque j'ai eu également l'opportunité de négocier des accords, mais ça remonte à plusieurs années de cela. Donc, Henri, vous êtes notre invité et c'est pas du hasard parce que on invite vraiment des personnalités qui sont à jour avec tout ce qui se passe dans le monde. Et dernièrement, il y a eu Tunisia 2020, le Forum international d'investissement. Il y a eu des invités de taille, le Premier ministre français, le vice-premier ministre belge Chris Peeters. Il y avait aussi le émir du Qatar. Donc, des personnalités et des gens vraiment intéressés pour relancer l'économie tunisienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que de tous les pays arabes qui ont été confrontés au fameux printemps arabe, on peut dire qu'aujourd'hui, la Tunisie est probablement le seul qui ait réussi sa transition démocratique. Bien sûr, il y a beaucoup de choses encore à faire, il y a des efforts importants qu'il faut encore faire, mais le pari des autorités tunisiennes était de réussir cette fois-ci la transition économique. Et pour que cette transition puisse réussir, rien de tel que d'organiser un événement qui puisse attirer à la fois les investissements et surtout montrer que la Tunisie est effectivement sur la voie de la relance économique par le biais évidemment de l'agroalimentaire, de l'agriculture, des nouvelles technologies, du développement durable et j'en passe. Et donc c'est un rendez-vous avec le recul qui me semble bien réussi puisque vous l'avez évoqué, il y a eu des invités prestigieux. Vous aviez effectivement l'Algérie qui était représentée, la Turquie, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la France avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Bref, une grande messe orchestrée par les autorités tunisiennes pour remettre la Tunisie à l'agenda économique international. Et on avait aussi le hashtag Tunisia is back. Évidemment, la Tunisie qui, effectivement, après, on va dire, quelques années de stagnation au niveau de son taux de croissance économique, commence à renouer petit à petit avec des indicateurs macroéconomiques plutôt encourageants. Exactement. Vous êtes spécialiste dans tout ce qui est économie et diplomatie, mais vous êtes aussi un fan de la Tunisie. Donc, ça fait des années que vous 20 ans, exactement. J'ai découvert la Tunisie il y a 20 ans, en 1996. Une rencontre exceptionnel puisque c'est par la Tunisie que je me suis familiarisé avec la culture arabo-musulmane que j'apprécie énormément. J'y compte beaucoup d'amis et depuis une vingtaine d'années maintenant, eh bien, j'essaye d'y aller au moins une fois par an. C'est vrai que ces 2 dernières années, j'y suis allé plutôt assez souvent. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un bilan du forum? Parce que vous avez parlé de plusieurs secteurs d'économie. Bien sûr. Donc, il y avait le tourisme, le développement durable. Il y avait aussi tout ce qui est digital economy, tout à fait. Tout ce qui est digital. L'économie numérique, effectivement. Numérique. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un constat, un bilan de Tunisia 2020? Oui, effectivement, les autorités tunisiennes s'étaient fixé un objectif, c'était d'obtenir un maximum de dons ou en tout cas d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Et de ce point de vue-là, on arrive quand même à un engagement total de 34 milliards de dinars, c'est quand même énorme. Et sur cette somme, il y a
15 milliards de dons et d'accords fermes, donc des conventions qui ont été signées avec des partenaires. À titre d'exemple, le Qatar s'est engagé pour 2 milliards 800 millions de dinars, l'Arabie Saoudite pour 1 milliard 800 millions, le Koweït pour 1 milliard 100 millions. Au niveau des conventions, la Banque européenne des investissements s'est engagée pour 6 milliards 800 millions de dinars, c'est quand même pas mal. Et puis il y a le Fonds arabe de développement économique et social, qui est un fonds donc extrêmement bien loti, qui lui interviendra pour 3 milliards 300 millions de dinars. Alors je vous passe les détails, hein. Le Canada, la Turquie et d'autres pays sont également engagés dans un processus. Alors cette enveloppe globale concerne à la fois des dons, des investissements, mais également des dettes ou des emprunts convertis en investissement. Ouais. Donc c'est aussi quand même, plus tard, voilà, c'est aussi important de le souligner. Question des dettes converties. Alors c'est vrai que c'est un pari plutôt réussi, puisque Tunisia is back, c'est ce qui a été annoncé. Et il faut dire que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'un des rares pays, voire le seul pays du monde arabe qui réussit sa transition démocratique en dépit de difficultés, sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'il y a une volonté affichée du président Béji Caïd Essebsi qui était pour justement à Bruxelles. Absolument. Pour justement faire en sorte que son pays redevienne attractif. Alors, il faut savoir que la Tunisie nous a toujours habitués à un taux de croissance d'environ 5% par an, pendant de très longues années. Puis il y a eu un coup d'arrêt entre 2009 et 2010 pour les événements que vous connaissez. Et puis, pendant pratiquement 5-6 ans, c'est 1%, 1% et demi. Alors, les prévisions de croissance pour 2016 se chiffraient à plus ou moins 2,5 à 3%. Mais pour 2017, la Banque mondiale et le FMI tablent sur environ 2,5%, ce qui est quand même pas mal compte tenu du chemin parcouru par la Tunisie. Exactement. Quel est le potentiel de l'économie tunisienne, à votre avis ? C'est un potentiel... Quels sont les secteurs qui peuvent vraiment relancer l'économie Alors, tunisienne ? Très clairement, si la Tunisie a réussi à sortir la tête de l'eau, c'est grâce à 2 secteurs, l'agroalimentaire et l'agriculture. Exactement. Avec également les industries manufacturières. Très clairement, ce sont les 3 secteurs. Alors, le tourisme, on oublie pour le moment, parce qu'il y a effectivement des difficultés d'ordre, je dirais, structurel, mais qui, à mon sens, seront très rapidement surmontées, puisqu'il y a là aussi de la part du gouvernement une politique plutôt volontariste de faire en sorte que le secteur puisse, je dirais, redémarrer. Alors, à côté de ça, très important, l'économie numérique. Parce que là, pour le coup, la Tunisie se positionne quand même sur le continent comme un des leaders, parce qu'il faut savoir que l'ambition, c'est de constituer au niveau de la Tunisie une plateforme numérique africaine, une sorte de hub qui sera au fond une sorte de carrefour. Absolument. Smart cities, tout à fait. Donc, qui sera vraiment au carrefour de toute cette évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour laquelle la Tunisie, en fait, avant la révolution, était déjà en pointe, mais compte tenu des contingences d'ordre politique, a dû malheureusement revoir ses prétentions à la baisse. Là, pour le coup, dans l'enveloppe que j'ai évoquée, c'est-à-dire 34 milliards de dinars, dont 15 milliards fermes, donc d'engagement en termes de dons ou d'investissement, dans cette enveloppe-là, il y a une part non négligeable qui sera consacrée au développement des infrastructures, au développement de l'économie numérique, et puis à la mise en place de politiques volontaristes, notamment dans tout ce qui concerne le développement durable. D'accord. Vous évoquez le développement durable, qui est une question très importante dans notre émission, parce que notre émission est intitulée Écoféminisme. Bien sûr. Donc, les sujets, les sujets les plus importants dans cette émission sont le féminisme et l'écologie. Bien sûr. Et l'année passée, après la COP21, la Tunisie était présente aussi, parce qu'elle a montré qu'elle est vraiment intéressée par l'économie du développement durable, qu'elle veut bien partir dans l'économie verte. Donc, dans le forum Tunisia 2020, quels sont les défis que la Tunisie doit relever au point de vue économie verte?
Alors précisément, là, il y a une triple stratégie nationale qui a été décidée. Une première stratégie nationale qui est orientée, je dirais, vers le développement durable proprement dit. Oui. Une deuxième stratégie nationale orientée vers le changement climatique. Oui, exactement. Et une troisième vers une transition vers l'économie verte. Exactement. Et là, très clairement, il y a une ambition affichée, c'est celle de pouvoir créer à l'horizon 2030, notamment dans le cadre de la transition vers l'économie verte. Environ 250 000 emplois. C'est quand même bien, pas mal. Avec déjà un objectif chiffré et, disons, avancé de 50 000 emplois à l'horizon 2020. Donc c'est très bientôt, c'est dans moins de 4 ans. En fait, on voit très bien que là aussi, la Tunisie fait vraiment le pari de l'innovation. Et ce pari-là ne sera gagné qu'à la faveur des moyens qui seront mis en œuvre et des différentes stratégies qui seront élaborées pour y parvenir. Oui. Je me rappelle l'année passée au forum Africa Belgian Business Week, donc il y avait... Que vous avez co-animé, il faut bien le dire. Que j'ai co-animé avec vous également. On avait nos voisins algériens qui ont évoqué aussi leur intérêt pour passer vers l'économie verte. Oui. Le Maroc, c'est déjà un leader. Donc la semaine passée, j'ai parlé avec Latifa Aïdbala par rapport à la COP22. La Tunisie a rejoint donc le Maghreb dans cette direction. Donc il y a eu dernièrement à Tozeur l'implantation des panneaux photovoltaïques. Donc qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette démarche au Maghreb et en Afrique pour donc tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est panneaux photovoltaïques, etc. C'est dans l'air du temps, parce qu'il faut savoir que l'ambition affichée de la Tunisie aujourd'hui de réussir sa transition vers une économie verte, c'est pour précisément faire en sorte que le potentiel énergétique puisse être davantage développé par le biais des énergies renouvelables. Exactement. Donc en fait, la consommation énergétique devrait pouvoir être régulée, voire modulée, grâce à ces différentes politiques favorisant ces énergies renouvelables et pour faire en sorte que la Tunisie soit un acteur important. Alors, il faut savoir que les pays ne sont pas tous logés à la même enseigne, puisqu'il est vrai que certains sont en pointe par rapport à d'autres, mais je pense que ce qu'il faut ici relever, au-delà de l'objectif, c'est la volonté affichée et véritablement l'objectif qui est poursuivi, parce que, vous savez, à l'heure actuelle, le chômage des jeunes en Tunisie, c'est presque 30%. Oui. Et lorsque l'on se fixe un objectif de 250 000 emplois créés d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici 15 ans, ça veut dire qu'on est conscient de l'importance que revêt ce secteur d'activité, qui est d'ailleurs, d'une certaine manière, intimement lié au tourisme aussi. Il faut bien le dire, puisque... Parce qu'il y a le écotourisme, donc le tourisme écologique. Exactement, et c'est là que l'on peut effectivement détecter ou déterminer de nouvelles niches qui peuvent être à ce moment-là, je dirais, aisément, mises au profit d'un secteur qui demande à être relancé en dépit des difficultés actuelles. Exactement. Donc, on avait évoqué donc, le forum, mais aussi on avait évoqué les relations avec l'Europe. Oui. Donc, dernièrement, il y a eu la visite du président Sepsi à Bruxelles. Il y a eu un accord avec l'Union européenne. Le sommet Tunisie-Europe. Le sommet Tunisie-Europe. L'accord avec l'Union européenne. Il y a eu aussi des accords vraiment très, très intéressants par rapport à l'éducation, l'enseignement, parce qu'on sait bien que l'enseignement, c'est vraiment un secteur très important pour lancer l'économie à long terme. Et on sait bien qu'en Tunisie, le niveau d'enseignement, il est vraiment bien élevé. Donc, on a vraiment des diplômés, mais on a aussi le problème de chômage. Donc, est-ce que les relations en Tunisie-Europe sont vraiment prioritaires à ce stade-là pour relancer l'économie et pour avoir des emplois dans les années qui viennent et d'ici 2030? Alors, les deux premiers partenaires commerciaux de la Tunisie, c'est l'Europe et la Chine, à l'heure actuelle, très clairement. Très clairement. Et donc, il y a eu un sommet Tunisie-Europe, n'a rien de surprenant, d'autant que je l'ai évoqué tout à l'heure, la Tunisie, de tous les pays arabes qui ont été confrontés par le fameux printemps, c'est celui qui, pour le moment, en tout cas, affiche des résultats plutôt encourageants en matière de transition démocratique. Donc, il est normal que ces efforts soient soutenus, voire amplifiés. Et pour ce faire, rien de tel que de se tourner vers un partenaire
privilégiée, traditionnelle, même si on sait qu'au sein de cette même Union européenne, la France occupe une place toute particulière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, c'est que parallèlement au forum sur le développement durable et qui s'est tenu à Tunis et la visite du président, il y a eu évidemment la visite donc, des 3 premiers ministres du Benelux. Ouais. Donc on a le partenaire la France, mais il y a aussi le Benelux qui est un partenaire privilégié. Ces 3 pays, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, qui sont venus renouveler le soutien qu'ils ont toujours apporté à la Tunisie, notamment dans le domaine de l'éducation. C'est très important. Oui, c'est très important. Donc la visite de l'INSAT, une des meilleures universités de Tunis, de connaître Tunis comme ta poche. Absolument. Ben oui, parce qu'il y a eu un débat justement entre les 3 premiers ministres et les étudiants. Oui, c'est très bien. Très bien déroulé. Je dirais que dans l'enveloppe qui a été proposée, dont je n'ai pas le détail, mais en tout cas dans l'enveloppe globale qui a été proposée par le Benelux, il y a bien évidemment un effort soutenu qui sera consacré notamment, bien sûr, à l'éducation, mais également au développement économique, à la réforme et numérique, évidemment, et à la réforme du secteur financier. C'est très important. C'est pour permettre à la Tunisie de se doter d'instruments économiques et financiers performants qui puissent justement lui permettre de faire face à cette, on va dire, nouvelle donne économique pour laquelle tous les pays ne sont pas armés. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comme vous le savez, l'Union européenne a toujours eu une tradition des processus démocratiques. Exactement. Et cela passe par un renforcement des capacités des institutions d'appui à la démocratie ou des initiatives qui vont dans le sens d'un renforcement du rôle des sociétés civiles. Et ça, c'est extrêmement important à relever aussi. Et vous le savez comme moi, la Tunisie, en tout cas plusieurs organisations ont obtenu en 2015 le prix Nobel. Ça, vous le savez. Et donc là aussi, il y a un effort extrêmement soutenu. Et c'est aussi en partie la substance du message que les 3 premiers ministres ont voulu délivrer au peuple tunisien en renouvelant évidemment leur attachement à des principes humanistes, la démocratie, la justice, l'état de droit. Et puis, par rapport, je dirais, à une société tunisienne qui, aujourd'hui, est en pleine mutation, il faut bien le dire. C'est une société où on voit que les choses bougent, où les lignes bougent, évidemment, où des initiatives sont prises, et où il y a un souci, je pense, de pouvoir doter la Tunisie d'instruments suffisamment performants que pour la faire entrer dans la modernité. Exactement. Quels sont les instruments importants qui peuvent aider la Tunisie pour rentrer dans la modernité? On sait bien qu'elle est vraiment un partenaire privilégié par l'Europe, parce qu'il y a les droits des femmes, vous le savez très bien. Bien sûr. L'égalité, les droits de l'homme aussi, la Constitution. Donc il y a beaucoup d'éléments très positifs de point de vue légal et constitutionnel. Mais il y a aussi le développement économique qui est aussi important pour être un partenaire privilégié de l'Europe. Donc, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qu'il faut vraiment privilégier pour faire partie de cette catégorie de pays privilégiés? Vous avez chaque année des indicateurs soit macroéconomiques ou de développement humain qui sont communiqués par le biais de classements importants, soit par le PNUD ou par d'autres organisations, type Banque mondiale avec le fameux rapport Doing Business, etc. Et le pays est jugé selon des critères de bonne gouvernance, de compétitivité, d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, selon l'accès notamment aux services, le taux de bancarisation, l'accès aux produits financiers, etc. La Tunisie, avant le printemps arabe, était plutôt bien classée. Vous évoquiez la femme, effectivement, le fameux code de la femme promulgué par feu le président Bourguiba a fait de la femme tunisienne l'une, si pas la plus émancipée du monde arabe. Ça, ce sont des acquis que la société tunisienne actuelle entend préserver. Et ça veut dire plus d'accès à des responsabilités, plus d'accès, je dirais, à des secteurs clés de la vie nationale, avec une capacité... Des postes de pouvoir et une capacité d'intervention et d'influence importante. Deuxième niveau, c'est bien évidemment le développement de l'économie dite numérique, parce que c'est aussi aujourd'hui un important gisement d'emploi. Il y a évidemment la transition vers l'économie verte, avec tout ce que cela implique, évidemment, comme, je dirais, innovation dans ce domaine. Encore un secteur potentiellement, je dirais, porteur d'emploi.
le tourisme, bien évidemment. Bien évidemment, oui. Et puis, la capacité que la Tunisie aura, tant au niveau bilatéral que multilatéral, à nouer des partenariats, parce qu'aujourd'hui, la Tunisie est liée par un certain nombre d'accords avec l'Union européenne, que ce soit dans le cadre de l'Euromed ou dans le cadre tout simplement de ses relations avec le continent. Il s'agit là d'un statut plutôt privilégié qui permet donc à la Tunisie de pouvoir faire en sorte que ses produits, aussi bien manufacturiers que agroalimentaires, et même aussi, c'est très important, tout ce qui est produits issus de la biotechnologie, puissent être aisément accessibles sur le marché européen, avec évidemment à la clé la possibilité de booster le taux de croissance qui en a bien besoin. Donc on voit bien que dans ce bouquet, la Tunisie a plutôt devant lui, je dirais, des perspectives encourageantes. Mais ces perspectives ne seront amplifiées qu'à la faveur de réformes importantes, ou en tout cas à la faveur de mécanismes qui seront mis en œuvre pour lui permettre précisément de ne pas rater le train de la modernité. C'est un pays qui a, je dirais, au niveau éducation, a toujours eu des performances importantes, au niveau du taux de diplômés, notamment chez les femmes, chez les filles, chez les hommes, mais qui a aussi besoin de pouvoir consolider une position qu'elle a perdue ces dernières années à la faveur des événements que nous avions évoqués et qui lui ont coûté, il faut bien le dire, un taux de croissance qui jusque-là était plutôt appréciable et qui fait que son économie s'est retrouvée dans une situation plutôt délicate. Oui, ça c'était le prix de la démocratie, mais... Bien sûr, c'est un passage obligé, mais je pense que les autorités tunisiennes sont tout à fait conscientes des défis et que par conséquent, elles mettent tout en œuvre pour pouvoir les affronter, voire les surmonter. Exactement. Donc on a parlé des relations bilatérales Europe-Tunisie, mais la coopération Sud-Sud, est-ce que tu vois qu'il y a moyen de faire une coopération Sud-Sud, l'Union africaine, tout ce qui est Maghreb, Union africaine, et quels sont les secteurs clés de cette coopération? Alors la Tunisie a toujours eu une tradition d'échange avec les autres pays d'Afrique. D'ailleurs, compte tenu du haut niveau de qualification des médecins, des ingénieurs, des techniciens tunisiens, il y a eu beaucoup d'échanges. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand vous allez en Afrique subsaharienne, et singulièrement en Afrique de l'Ouest, vous trouvez énormément d'experts ou de spécialistes tunisiens dans des domaines clés où ils viennent apporter une expertise. Et là, je dois dire que c'est quelque chose que la Tunisie a toujours su mettre en valeur et qu'elle va continuer, je dirais, à mettre en valeur. Alors, vous me demandiez les domaines d'intervention, bien évidemment l'éducation, la santé, l'informatique, donc avec l'économie dite numérique, mais également l'économie verte parce que la Tunisie a, je dirais, une expertise et une expérience à partager. Et cette coopération Sud-Sud, au fond, elle répond aussi à un besoin, au fond, c'est de faire en sorte que l'Afrique puisse aussi être prête pour ce fameux grand rendez-vous dont on nous parle. Je rappelle quand même que lors de la COP 21 à Paris, en 2015, il faut rappeler, c'était du 30 novembre, je crois, au 12 décembre, on avait quand même chiffré à près de 500 milliards de dollars les besoins pour le continent pour faire face justement à ce défi. Réchauffement climatique. Exactement. Et donc, plutôt que de se tourner systématiquement vers des pays occidentaux qui ont, je dirais, l'expérience ou les connaissances, il faut, je pense, développer au niveau du continent des pôles d'excellence et de compétitivité qui permettent au fond au continent de pouvoir, à son niveau, faire face à ce problème dans un cadre d'échange, d'expérience et d'expertise. Exactement. Ça nous ramène à la question par rapport au Africa Belgium Business Week l'année passée. Donc, on avait des partenaires du Maghreb, mais pour la première fois, des partenaires arabophones. Et on avait donc des traductions en arabe, parce qu'il y avait l'Algérie, il y avait le Maroc, il y avait quelques représentants de la Tunisie. Penses-tu que la Tunisie aussi peut joindre les pays partenaires dans Africa Belgium
Belgium Business Week cette année? Oui, tout à fait. D'autant qu'en 2014, lors de la première édition que j'avais déjà eu le privilège d'animer, la Tunisie était représentée par plusieurs entrepreneurs et hommes d'affaires. C'est vrai que lors de l'édition 2015 et 2016, la Tunisie n'était pas très représentée. Mais il faut quand même rappeler que l'Africa Belgium Business Week est donc un rendez-vous qui réunit durant 3 jours des entreprises et des entrepreneurs belges, européens et africains. Et plusieurs secteurs d'activité sont mis à l'honneur. Ça va des infrastructures au transport, en passant par l'agroalimentaire, la communication, etc. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous qui permet justement à ces entreprises, souvent venues d'Afrique, de faire, d'abord présenter leurs activités, c'est ce qui est très important, mais aussi procéder à des échanges, je dirais, d'expériences et surtout découvrir au fond... Et des rencontres B2B. Des rencontres B2B, donc c'est aussi venir à la découverte d'un marché qu'ils ne connaissent pas, je dirais, forcément. Et je rebondis là-dessus aussi parce que le secteur des transports était le secteur qui a été le plus mis en valeur durant le forum auquel j'ai participé justement à Tunis du 29 au 30 novembre dernier. Et l'enveloppe justement globale qui a été obtenue, je ne parle pas des promesses, parce que malheureusement les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais d'un point de vue bilan, c'est vrai que c'est 34 milliards de dinars, mais il y a 15 milliards qui sont sûrs et certains. Et dans cette enveloppe-là de 15 milliards, il y a, je dirais, une part non négligeable qui sera consacrée au développement du transport. Alors, je reviens à l'Africa Belgium Business Week. Oui, la Tunisie a toute sa place. Prochaine édition, c'est avril 2017. Évidemment, au lac de Genneval. Co-organisé par, bien évidemment, Africa Rise et la province du Brabant Wallon, dont je salue amicalement les responsables. Voilà. Et donc, il sera effectivement important d'intéresser justement ces entrepreneurs tunisiens qui sont demandeurs. Parce qu'il faut quand même rappeler que même si ce qui s'est passé à Tunis du 29 au 30 va dans le bon sens, même si le lendemain, le même jour, en fait, quasiment, le président Béji Caïd Essebsi s'est rendu ici, donc, à Bruxelles pour ce fameux sommet Tunisie-Europe, il est important que le tissu économique et industriel tunisien, par le biais de ces entrepreneurs, de ces hommes d'affaires et de ces artisans, ces managers, etc., puissent justement être présents dans ce type de rendez-vous, à la fois pour vendre le savoir-faire tunisien, parce que ce savoir-faire, il existe, ce n'est pas une vue de l'esprit, il existe réellement, et c'est surtout et aussi de pouvoir se rendre compte de l'évolution des marchés avec la possibilité d'occuper des segments de ce marché. Il y a la place pour tout le monde, l'objectif étant bien évidemment de cibler prioritairement ce qui peut aller dans le sens des intérêts de ces entreprises. Exactement. Je me rappelle l'année passée, il y a eu un contrat sud-sud entre un jeune entrepreneur en Afrique dans l'économie verte et l'Algérie. Et c'était signé à African Belgium Business Week avec Africa Rise. Et c'était vraiment parmi les accords les plus intéressants de Mais c'est ça justement l'esprit, parce que c'est vraiment du concret, parce que là, pour le coup, lorsque deux entrepreneurs qui ne se connaissaient pas au début se rencontrent dans le cadre des échanges B2B, ils peuvent parvenir assez rapidement à des points de convergence, à des synergies qui débouchent sur ce type d'accord. Exactement. Henri, je vous remercie. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, oui, voilà. Tunisia 2020, Tunisia is back, donc... Oui, la Tunisie est bien de retour avec ce rendez-vous important. On peut dire que la Tunisie est revenue à l'agenda international, agenda économique international. La transition démocratique est en voie d'être achevée, réussie. Maintenant, c'est plutôt la transition économique. Transition pourquoi ? Parce qu'on part d'une situation donnée qui était plutôt favorable à une situation un peu moins reluisante, avec cette fois-ci des perspectives d'avenir non négligeables en termes de développement durable, économique et
social. Et on peut compter sur l'appui de nos amis, nos voisins et nos partenaires, bien évidemment. Qui sont attentifs. Ouais. Merci Henri, consultant en médias et diplomatie. Producteur à Radium Beauté, je précise. Producteur de Radium Beauté, donc j'invite nos téléspectateurs et nos auditeurs de vous suivre aussi sur Radium Beauté. Et un amateur de la Tunisie, donc c'est quelqu'un qui seront au moins une fois par an en Tunisie. Merci Henri. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec un autre invité. Au revoir et merci.